Donc on va commencer la démonstration cuisine. Moi je m'appelle Anne-Claude, je suis diététicienne. Ça fait 10 ans que j'ai créé Les Mangeurs Libres, qui est un peu une sorte de cri de guerre ou de cri d'amour. Parce que le principe dans mon approche de la diététique, c'est d'éviter les restrictions, dont on sait depuis maintenant belle lurette qu'elles sont plutôt source de soucis que d'autres choses, et de mettre en avant le plaisir, dont on regarde qu'il a plutôt des propriétés régulatrices finalement du comportement alimentaire. Donc on mange en se faisant plaisir, et quand le plaisir est authentique, on se régule mieux, si c'est pas merveilleux. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une céréale qui me tient à cœur, qui s'appelle le sarrasin. Alors le sarrasin, c'est une petite graine polygonale. Elle est toute mignonne. Hop, voilà, à la caméra, on la voit un petit peu, c'est super. Donc elle a une petite forme un petit peu pyramidale. Et elle a beaucoup de goût. En général, on la connaît dans les galettes de sarrasin bretonnes. Et puis en général, c'est la seule manière dont on la connaît. Donc moi, c'est une céréale que je consomme beaucoup parce que j'adore sa saveur. Et en réalité, on peut en faire plein de choses. Je vais vous proposer 2 recettes aujourd'hui. Une recette sucrée, une recette salée. Dans la recette sucrée, on va utiliser à la fois le sarrasin en grains. Et là, je vais vous montrer comment on le fait toaster très facilement à sec dans une petite poêle pour la faire devenir croustillante avec un petit goût de noisette que vous pourrez en parsemer partout, que c'est trop bon. On utilisera aussi ce qu'on appelle les flocons de sarrasin. Donc, les flocons de sarrasin, ce sont ces grains de sarrasin, mais qu'on a déjà fait pré-cuire et qu'on a aplati. Et du coup, en cuisson, par la suite, ça va être super rapide à mettre en œuvre. Voilà. Avec ça, on va faire une sorte de granola. Vous savez, c'est ces espèces de céréales qui font des grosses pépites bien croustillantes, bien gourmandes. Donc, on va faire un granola avec ça, qu'on va enrichir avec des grains de sarrasin pour apporter encore plus de croustillant, puis plein de petites graines sympas dont je vais vous parler au fur et à mesure. Donc comme le granola, remarquez, on pourrait le piquer comme ça dans le bocal, et puis moi, ça m'arrive très régulièrement, surtout quand il sort du four. Mais on va l'accompagner avec une petite crème au chocolat qui est une de nos crèmes dessert fétiche à la maison. Très très simple, à base de chocolat et de tofu soyeux. Est-ce que vous connaissez le tofu soyeux? Oui ou non? Hop. Alors le tofu soyeux, c'est fait à base de soja et ça a une texture assez fluide, un peu comme un fromage blanc une fois qu'il est battu. Et ça, vous allez voir, il suffit de le mixer avec du chocolat fondu et en 3 minutes, vous avez une crème dessert. Nous, ça nous est arrivé récemment à la maison qu'on voulait faire un gâteau pour le dessert. Et on était un peu distraits, on a oublié la moitié des ingrédients. Donc, paf, on a vite sorti une barquette de tofu soyeux, on a vite sorti une tablette de chocolat et on a fait une petite crème dessert au chocolat en 5 minutes pour rattraper le coup. Et c'était top, les invités étaient ravis. Donc on va déjà préparer tout ça côté sucré et côté salé. Je vous donne 1 ou 2 indications, mais je vous réexplique tout après, bien entendu. Vous verrez que le sarrasin, c'est une graine qui est très tendre. Si par exemple, là, je m'amuse sur le plan de travail à l'écraser, ne serait-ce qu'avec mon doigt, on va voir que, hop, je peux faire une farine très facilement à la main. Voilà, c'est une graine extrêmement tendre. Donc ça veut dire qu'elle va avoir un temps de cuisson très réduit, ce qui nous arrange vachement, nous qui sommes toujours pressés, etc. Mais ça veut dire aussi que si on veut lui conserver de la texture, c'est pas toujours évident parce qu'elle a tendance à partir en purée. Donc aujourd'hui, pour éviter d'avoir une mauvaise surprise de purée, on va décider d'emblée qu'on fait une purée de sarrasin. Et on va repartir à nouveau sur du sarrasin toasté qu'on va mixer comme une fine semoule. Vous savez, on trouve de la fine semoule de blé dont on fait les gâteaux de semoule, etc. Et bien là, on va faire nous-mêmes notre fine semoule de sarrasin toasté. Et on va l'enrichir avec du bon beurre salé, on va l'assaisonner avec du persil et tout. Et on va accompagner avec des petits légumes vapeur de saison et avec un petit peu de bacon toasté. Parce qu'il faut savoir que côté salé, le sarrasin et le bacon, ou le lard fumé d'ailleurs, ça fait absolument merveille. Voilà pour le programme. Est-ce que ça vous convient a priori ? Magnifique, vous êtes formidable. On va y attaquer. Alors, moi je vais commencer par préchauffer mon four parce que le granola va se cuire au four. Hop. On peut le cuire entre 150 et 180 degrés. Là, je vais choisir une cuisson un peu modérée à 160 degrés. Hop, ça c'est fait. Voilà. Hop là. Voilà, donc là, normalement, le four est bien lancé en préchauffage. Je le surveillerai. Alors, pour faire le petit dessert, comme il y a des étapes qui prennent un petit peu plus de temps, on va déjà commencer à faire un petit bain-marie pour faire fondre notre chocolat.
Donc moi j'ai un système qui est pratique où j'ai pas besoin de faire tremper une casserole à l'intérieur d'une autre. J'ai ceci qui s'adapte sur cela et donc c'est la vapeur qui va être dégagée par l'eau chaude du dessous qui va nous permettre de chauffer tout doucement le chocolat. Donc on pourrait éventuellement faire ça directement dans une casserole. Le problème c'est que le chocolat, si on ne le surveille pas et qu'on ne le touille pas sans arrêt, il a tendance à brûler, ce qui est dommage. Donc le bain-marie, c'est pratique, ça va faire tout doux. Le bain-marie vapeur, ça fonctionne aussi. Donc on y va. Alors, en général, moi je me casse pas la tête. Les barquettes de tofu soyeux, elles font 400 grammes. Donc la barquette, elle y passe. Et ensuite, je vais doser la quantité de chocolat en fonction de si je veux obtenir une texture plus ou moins souple. Aujourd'hui, on va utiliser 180 grammes de chocolat, ce qui est une texture, une fois que c'est refroidi et que ça a figé, qui est un peu ferme, mais un peu souple quand même. Cette recette de crème au chocolat, vraiment, je vous la recommande pour sa polyvalence. C'est-à-dire que c'est la recette que j'utilise aussi bien pour garnir mes fonds de tarte quand je veux faire une tarte au chocolat, que j'utilise pour faire mes bûches au chocolat de Noël, etc. Donc elle est hyper polyvalente. Et si je veux pouvoir faire un dressage joli avec une poche à douille, par exemple, et vous verrez quand je vous préparerai les petites portions dégustation, parce que vous allez déguster tout ça, j'utiliserai une poche à douille pour faire une jolie petite rosace, jolie choupette comme ça, avec le petit granola par-dessus, et c'est tout mignon. Donc si vous voulez que ce soit plus ferme, vous rajoutez un petit peu plus de chocolat. En général, moi, je monte jusqu'à 200 grammes de chocolat pour 400 grammes de tofu soyeux. Le chocolat, en général, j'utilise un chocolat biologique de la marque Kaoka qui fait 58% de cacao et je ne rajoute pas de sucre. Je ne rajoute pas de sucre puisque le chocolat est déjà sucré. Donc, du moment que j'ai du chocolat dans un dessert, en général, je ne rajoute jamais de sucre parce que c'est suffisamment doux déjà. Allez, on y est presque. Hop là. Donc là, vous voyez, j'ai ma vapeur. Je vais mettre le chocolat par-dessus et il va fondre gentiment, tout doucement, tout seul. Voilà. La petite Maryse pour touiller, mais ça va le faire. Donc le temps que ceci se fait, on va peser les ingrédients de notre granola. Donc le granola, vous verrez que c'est une des recettes pour lesquelles je vais vraiment scrupuleusement respecter les proportions. Parce qu'on va avoir besoin d'ingrédients secs, comme les flocons de sarrasin, les graines de sarrasin, des graines de tournesol décortiquées qui vont apporter du croquant, des graines de sésame noir, et là je vous en reparlerai parce que c'est drôlement intéressant d'un point de vue nutritif. Donc, nos petites graines de sésame noir, hop, et on a besoin de quelque chose pour faire du liant, pour pouvoir faire nos grosses pépites. Donc on peut utiliser du miel, moi c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. On peut utiliser du sirop d'agave, on peut utiliser autre chose. Le miel en plus il va apporter de l'arôme, ça va être sympa. Et pourquoi je respecte scrupuleusement les proportions quand je fais du granola? Parce que si je mets pas assez de miel, bah ça s'agglomère pas, ça fait pas des pépites. Et si j'en mets trop, ça va coller aux dents. Et ça, j'aime pas. Voilà. Donc moi, je veux des pépites bien croustillantes et qui collent pas les dents. Donc c'est pour ça que pour ce genre de choses, je respecte les proportions. Vous verrez que pour ce qui est de la cuisine, en général, ouf, je prends vachement plus de liberté. Alors, on va commencer par les flocons de sarrasin. Donc en général, quand vous faites un granola, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des flocons de sarrasin. On trouve des flocons d'avoine, on trouve des flocons de céréales de toutes sortes. Si vous allez sur mon blog, qui s'appelle le blog des mangeurs libres, vous allez même retrouver une recette de granola salé avec des gros flocons d'avoine qui apportent beaucoup de mâche, avec des graines de fenouil, du curry bien pimenté. Et ça, j'en mets mais absolument partout sur les légumes, dans les salades. Et c'est super sympa. Donc là, pour ce granola-là, je vais mettre 150 grammes de petits flocons de sarrasin. Je vais ajouter 130 grammes de grains de sarrasin que j'achète en vrac, en magasin bio en général. Hop, je surveille mon petit chocolat en même temps.
Donc mes 130 grammes de sarrasin. En règle générale, j'ai toujours la même quantité de base de flocons et la même quantité de base de miel et la même quantité d'ingrédients qui apportent du croquant. Donc vous pourrez très bien remplacer ce que je mets là en termes de graines de sarrasin, plus graines de tournesol, plus de graines de sésame, par une quantité équivalente de ce qui vous fait plaisir. Des fois, je ne mets pas de sarrasin, je mets que des amandes, ou voilà, je vais remplacer par des graines oléagineuses qui apportent du croquant. Donc voilà pour mon sarrasin. Je vais rajouter les graines de tournesol. Alors les graines de tournesol, j'aime bien, parce que, en plus aujourd'hui, c'est plutôt sympa. Parmi les graines oléagineuses, ça fait partie des moins chères. Donc on rapporte du croquant, ça a un petit goût qui est sympathique, hop, et puis ça augmente pas trop le budget de la recette. Voilà. Et puis je rajoute des graines de sésame noir. Alors le sésame noir, par contre, c'est un de mes chouchous, parce que déjà, il est beau comme tout, ce sésame noir. Et puis en diététique chinoise, déjà on dit que la graine de sésame, c'est un aliment qui permet de soutenir l'énergie de tous nos organes. C'est-à-dire qu'on considère en médecine chinoise qu'on a de l'énergie qui circule dans les méridiens d'acupuncture et que les aliments qu'on consomme vont alimenter parfois certains méridiens plus que l'autre. Et bien le sésame, il nourrit tous les méridiens. Donc il donne un grand goût de fouet à tout l'organisme. Et puis en plus, quand il est de couleur noire, ça tombe bien, on arrive vers la saison hivernale. La couleur noire, tous les aliments de couleur noire viennent nourrir l'énergie de nos reins. Et les reins, c'est celui de nos organes qui a le plus besoin d'être chouchouté pendant l'hiver. Donc là, avec un petit peu de sésame noir, on en profite pour booster nos reins et ça fait une recette qui a des propriétés même médicinales. Haha, si c'est pas merveilleux. Alors, on va rajouter du coup du miel. Le miel, quand il est trop visqueux, en général, je le fluidifie un petit peu dans une petite casserole. Ce que je vais faire, parce que là, il est bien pâteux celui-là. J'en profite, hop, déjà pour couper la vapeur ici, parce que j'ai suffisamment de vapeur et je n'ai pas besoin de continuer à faire tourner l'électricité pour terminer de faire fondre mon chocolat. Et je vais fluidifier tout doucement le miel. Voilà, le miel, c'est plein d'enzymes, c'est plein de vitamines qui sont sensibles à la chaleur. Donc là, je vais y aller tout doucement, même si après, c'est un petit peu contre-productif finalement ce que je vais faire, puisque je vais passer au four à 160 degrés. En tout cas, si jamais vous avez une recette où le miel ne doit pas passer au four, chauffez-le avec délicatesse et vous conservez au maximum ses propriétés. Là, il va être surtout présent en termes de saveur et un peu moins du coup pour ses propriétés thérapeutiques. Donc là, j'avais 150 grammes de flocons, j'avais en tout 220 grammes de graines variées et je vais rajouter 200 grammes de miel. Hop. Donc je choisis souvent dans mes recettes un miel toute fleur ou un miel d'acacia qui ont une saveur douce. Après, pour certains granolas, quand je fais des granolas aux flocons de châtaigne et aux pépites de chocolat, j'utilise un miel de châtaignier parce que la saveur, évidemment, va aller très bien avec. Et là, à feu tout doux, parce que vous voyez, mon miel, il est super visqueux. Et là, juste le fait de le chauffer un tout petit peu, ça va permettre de le rendre plus fluide et donc bien mélanger avec les petits flocons. Sinon, il en restera plus après ma spatule que dans les flocons tout à l'heure. Voilà. Donc là, il va fondre tout doucement. Moi, j'ai envie de rajouter une pincée de sel, parce que ça donne du peps, ça réveille la saveur, même dans les plats sucrés. Hop. Et puis voilà. Alors, est-ce que ça va tout bien pour vous jusqu'ici? Magnifique. Voilà. Donc là, il ne va plus rester qu'à mélanger tous les ingrédients. On pourrait rajouter des épices aussi. On pourrait rajouter de la cannelle, ça ira très très bien avec. On pourrait rajouter aussi des épices en graines, comme des graines d'anis vert. Au moment où vous allez croquer dessus, du coup, vous allez avoir une petite explosion de fraîcheur en bouche et ça pourrait être très sympa. Dans le granola salé dont je vous parlais tout à l'heure, je mets du curry bien piquant et je mets des graines de fenouil entières. Et c'est bon. Voilà, et là, vous voyez, mon miel, il est déjà beaucoup plus fluide. Et ça va aller bien comme ça.
Voilà. Donc là, je vais verser le miel. Je vais rajouter une petite cuillerée d'huile d'olive douce. Il m'a semblé observer que ça rajoutait un petit peu plus de croquant au granola. Mais vous verrez dans la fiche recette que c'est facultatif. Ce n'est pas une obligation de mettre cette petite cuillère de miel. Hop. Bon, moi j'ai des grosses cuillères. Bienvenue à vous. Voilà, et là je vais faire mon mélange. Vous allez voir, ça va commencer à devenir un petit peu visqueux. Ça s'agglomère, évidemment. Et c'est plein de jolies petites couleurs. Le sésame noir fait beaucoup, il apporte beaucoup. C'est quelque chose que j'utilise énormément en décoration. Voilà. Et donc là, il ne va plus me rester qu'à répartir sur ma plaque de four, que j'ai déjà équipée de papier sulfurisé. Alors, il faut répartir sur pas une trop grosse épaisseur, parce que si je fais trop épais, ça va dorer au-dessus, mais pas à l'intérieur. Donc j'essaye de répartir sur une épaisseur plutôt fine. Et puis en général, à mi-cuisson, je vais retourner un petit peu pour que ce qui est plus doré autour et ce qui est moins doré au milieu puisse se répartir différemment et avoir une cuisson plus homogène. Voilà. Alors, ce sera plus simple pour le retournement. Je vais utiliser plutôt un plat à gratin. Est-ce que je vais l'équiper de papier sulfurisé? Oui, on va faire ça. Si ça veut bien tenir. Hop, voilà. Là, je verse ma préparation. Je vais faire en sorte de bien répartir pour ne pas avoir une trop grosse épaisseur. Et puis, on va passer tout ça au four. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de faire à 160 degrés. C'est une température assez douce. On pourrait pousser jusqu'à 180. Et on aura un effet un petit peu plus toasté, des saveurs qui ressortiront davantage. Et puis, évidemment, on peut faire 170 entre les deux. Selon l'inspiration du jour. Voilà, donc une épaisseur qui me semble correcte, c'est pas plus de 1,5 cm d'épaisseur. Voilà. Et là, on a nos pépites de granola en puissance. Hop. Au four, on retourne une fois à mi-cuisson. La cuisson, elle va prendre entre 20 et 30 minutes. Là, peut-être plutôt une trentaine de minutes, vu qu'on a fait à 160 degrés. Et c'est parti. Voilà. Entre-temps, on profite que notre chocolat est fondu. On va faire notre petite crème soyeuse. Moi, j'aime bien l'appeler la crème soyeuse au chocolat. Et là, vous allez voir, c'est certainement le geste technique auquel il va falloir que vous soyez le plus attentif de tout l'atelier. C'est une blague, c'est hyper facile. Donc, j'utilise un blender pour bien mixer le tofu soyeux avec le chocolat. Le blender, quel est l'avantage par rapport à ça? C'est que j'ai un entraînement qui fait que les choses vont bien aller vers le fond. En plus, j'ai deux ingrédients qui se contrarient un peu. J'ai un tofu soyeux qui est froid et j'ai un chocolat fondu qui est chaud. Et le chocolat fondu, quand c'est au contact de quelque chose de froid, ça fige tout de suite. Donc là, vous allez voir que je vais faire attention à être en train de mixer mon tofu au moment où j'incorpore le chocolat, ce qui fait que je ne vais pas avoir un effet, le chocolat tombe sur le tofu froid, il a commencé à se figer et ensuite seulement je commence à mixer et du coup j'ai des paillettes
de chocolat que je vais sentir sur la langue. Ce qui peut être un effet recherché. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc je commence à mixer le tofu soyeux. Juste histoire de l'homogénéiser, parce que vous voyez, il fait comme un flan. Hein. Vous avez vu, il reste en bloc, mais une fois qu'il est mixé, il va avoir une texture de crème. Voilà. Hop. Je vais ajouter, tout en mixant, mon chocolat fondu. Donc vous voyez, là ça tourne. Hop. Et j'ajoute le chocolat en même temps. À la maison, on a essayé aussi de faire cette recette avec un mixeur plongeant, mais c'est plus aléatoire, on obtient beaucoup plus de paillettes de chocolat. Et là, vous voyez, il y a un bon entraînement. Et je vais avoir une crème parfaitement lisse et homogène. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'une petite fantaisie. Cette crème de chocolat de base, elle est déjà délicieuse, mais j'adore aussi l'aromatiser. Et un truc qui est très très pratique en cuisine, ce sont les essences d'agrumes. Alors qu'est-ce que c'est que les essences d'agrumes? Vous allez les trouver au rayon huile essentielle, des magasins bio notamment, ou même en pharmacie. Donc ce sont en fait des huiles essentielles, mais au contraire des autres plantes qui vont passer par l'alambic, qui vont être distillées pour obtenir l'huile essentielle, pour les agrumes, on a juste besoin de presser le zeste fortement pour récupérer l'essence. Donc c'est pas passé par la distillation. Ça veut dire qu'elles n'ont pas la même toxicité que pourraient avoir les autres quand on les utilise en cuisine. Avec les autres, celles qui ne sont pas des huiles essentielles d'agrumes, on utilise moult précautions. En général, moi, je prends une goutte que je dilue dans 200 ml de sirop et j'utilise une cuillère à café de ce sirop où il y a une goutte diluée, si vous voulez. Alors que là, on va pouvoir utiliser directement quelques gouttes dans la préparation. Et aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser l'huile essentielle, en tout cas l'essence de bergamote. Est-ce que vous connaissez le parfum de la bergamote? Si je vous dis le thé Earl Grey, voilà, on va donner un goût de thé Earl Grey à notre crème soyeuse au chocolat. Donc moi j'adore parfumer aussi avec l'essence d'orange douce, avec l'essence de mandarine, avec l'essence de citron. Et ces essences d'agrumes, je les utilise pour faire les cakes, pour faire plein de choses en cuisine, même pour parfumer la vinaigrette. Notre vinaigrette préférée à la maison, c'est huile d'olive douce, vinaigre balsamique et huile essentielle de bergamote. On va y arriver. C'était un jour où il n'y avait plus d'essence d'orange douce à la maison et je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais essayer la bergamote et c'est devenu un best-of. Donc la bergamote, elle est un peu plus forte que les essences d'orange ou de citron. Pour cette quantité orange ou citron, je mettrais facilement 6 gouttes. Là, je ne vais pas en mettre plus de 2. Et vous allez voir comme ça va être puissant en goût. Si vous avez besoin de retrouver des références de marques où on est sûr que c'est une essence qui est utilisable en cuisine, n'hésitez pas, il y a un article sur mon blog, le blog des mangeurs libres, où je vous donne plein de marques qui sont OK. Je suis allée vérifier directement auprès des laboratoires qui m'ont confirmé que c'était bien des essences et pas des huiles essentielles. Et là, je remixe pour bien incorporer l'arôme. Elle a déjà commencé à figer, évidemment, puisque le chocolat a commencé à refroidir un petit peu. Hop, allez, je l'aide. Voilà. Et une fois que vous avez tout mixé, vous la passez au frigo et elle va se raffermir. Ce qui fait que soit vous la dressez déjà avant de passer en frigo dans des petites coupelles, en général nous on met directement dans des petites coupelles à dessert, soit vous la laissez dans un grand saladier ou dans un grand tupperware et vous la dressez ou à la cuillère, vous pouvez faire des quenelles que vous pouvez façonner ou vous utilisez la poche à douille comme on va s'amuser à faire tout à l'heure. Voilà. Hop là. On a déjà fini le dessert, dites donc. Je ne sais plus si je vous avais promis que ce serait des recettes faciles. En tout cas, voilà. C'est des recettes simples. Moi, j'adore transmettre dans mes ateliers cuisine des choses qui sont faciles à remettre en œuvre au quotidien. Avec plaisir.
Je mets un chouïa de miel, un petit peu d'huile, mais vous aurez moins l'effet pépite que pour un granola sucré du coup. Voilà. Si vous voulez avoir plus de liant, on reste sur quelque chose de sirupeux. C'est-à-dire quelque chose dont l'eau va s'évaporer au four et qui va pouvoir faire un effet un petit peu caramel. Donc on pourrait utiliser un petit peu de sirop d'agave, etc. Le miel va bien en général avec les saveurs d'épices. Donc pour le granola salé, j'utilise quand même un produit un petit peu sucré, mais en général, ça s'effrite beaucoup plus et j'ai moins de pépites. Voilà. On pourrait essayer d'utiliser un mélange de matières grasses solides, comme de l'huile de coco ou du beurre, et rajouter un petit peu de farine pour faire des pépites salées. Et là, on obtiendra cet effet un petit peu crumble. Alors, je vais faire un petit peu de place maintenant qu'on n'a plus besoin du sucré. Hop, et je vais nous préparer les ingrédients qu'il faut. Alors, pour la recette suivante, on va torréfier du sarrasin à la poêle. C'est ce qu'on appelle toaster à sec, parce qu'il n'y a pas de matière grasse. Il n'y a pas besoin. Donc là, moi, je vais faire les proportions pour une personne. Sur la fiche recette que vous avez, je crois que j'ai mis les proportions pour 4 personnes. Vous verrez que sur la fiche recette, aujourd'hui, je ne vais pas en utiliser, mais vous avez marqué chevretin en ingrédients, en haut de la liste des ingrédients. Parce que c'est une purée de sarrasin que je fais très régulièrement quand je fais de l'animation cuisine avec les fromages de Savoie pour mettre en valeur le chevretin. Chèvre et sarrasin, ça fonctionne très très bien ensemble. Voilà. Donc là, c'est une erreur, j'ai oublié de l'enlever. Cela dit, si vous rajoutez du chevretin, ça va aller super bien dans cette recette. Voilà. Donc là, pour une personne, moi, je vais utiliser 70 g de sarrasin. Hop. Vous savez ce qu'on va faire comme on a un petit peu de temps devant nous, c'est que je propose aux personnes qui le veulent de vous faire goûter un grain de sarrasin cru et ensuite je vous le fais goûter toasté et vous allez voir la différence. Sachant que le grain de sarrasin cru, c'est pas voilà, mais c'est pour que vous puissiez vous apercevoir de la transformation. Voulez-vous goûter, très cher? Hop, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, vous allez voir. Tant que c'est cru, ça a une petite saveur un petit peu verte. On revérifie. Alors, merci de poser la question. Madame demande quel est l'intérêt de le prendre cru et pas de le prendre directement toasté. C'est que le fait de toaster une graine, ça va commencer à l'oxyder. Et moi, je préfère acheter les produits les plus bruts, les moins transformés possibles, pour pouvoir en faire déjà des choses plus polyvalentes, et puis aussi avoir un maximum de propriétés préservées, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Et je refais une tournée avec le sarrasin toasté dès qu'il a toasté. Hop. Donc là, je vais mettre le feu pas trop fort, parce que c'est une graine très tendre, donc elle va avoir tendance à brûler rapidement si je mets le feu trop fort. Voilà. Quand est-ce que c'est bon? C'est quand ça sent bon. Voilà. Donc, dès que vous avez un petit parfum de noisette, et j'espère qu'il va venir vous envahir, c'est que la graine est suffisamment toastée. En plus, elle change de couleur. Donc voilà, il y a plusieurs indices qui nous font savoir que c'est bon. Alors, là, je suis en train de faire toaster le sarrasin qu'on va mixer pour en faire une poudre, pas aussi fine que de la farine, mais plutôt de la taille d'une fine semoule. Vous savez comment on fait les blédines pour les bébés. Voilà. Donc la blédine, c'est avec du blé. Nous, on va faire ça avec du sarrasin. En plus, on peut le faire maison parce que le sarrasin, c'est tendre, alors que d'écraser un grain de blé, c'est autre chose. Il faut un matériel beaucoup plus costaud. Alors, on va préparer des petits légumes. Et on va les faire tout simples
à la vapeur parce qu'il n'y a pas besoin de faire de chichi quand c'est des légumes qui sont savoureux. Premier geste que je fais quand j'ai besoin de découper quelque chose. Savez-vous ce qu'est cette chose? C'est pour aiguiser, exactement. Donc j'aiguise mes couteaux très régulièrement pour avoir toujours un fil bien tranchant et que la découpe soit agréable. Il faut savoir que là, au cours des 15 derniers jours, j'ai eu plusieurs de mes patientes qui ont une problématique de flemme de cuisiner ou qui n'aiment pas cuisiner. Et dont, en fait, le problème qu'on a identifié, c'est qu'elles ont un matériel qui ne va pas du tout. Donc, si vous voulez, l'ordonnance pour ces patientes-là, ça a été d'acheter un fusil ou une pierre à aiguiser, d'avoir des couteaux lisses, à lame lisse, et pas des couteaux à dents, parce que découper une carotte avec un couteau à dents, c'est une galère. Donc on a besoin d'avoir des couteaux bien lisses, un petit couteau d'office, un grand couteau chef, il ne faut pas avoir peur des grands couteaux, vous allez voir, c'est trop sympa. Une planche à découper suffisamment grande, pas la taille d'un timbre-poste. Si la planche à découper est plus petite que le truc qu'on doit découper, c'est très inconfortable. Et je le dis avec humour, mais si vous saviez. Alors, j'ai choisi une variété de légumes. Je vais prendre une carotte. Ça, c'était dans une caisse qui mélangeait des panais et des navets boules d'or. Du coup, je ne suis pas sûre de ce que c'est. C'est l'un ou c'est l'autre, mais c'est bon tous les deux. J'ai un petit reste de céleri rave. Et puis, j'ai quelques fleurettes de brocoli. Quand je choisis mes mélanges de légumes, alors évidemment, je fais en fonction de ce qu'il y a dans le réfrigérateur, mais je m'arrange toujours pour qu'il y ait maximum un légume à goût fort. Donc là, aujourd'hui, mon légume à goût fort, c'est le céleri et celui-là. Donc ceux-là, je vais en mettre moins. Et je mets plus de légumes à goût doux. Alors la carotte, c'est la valeur sûre, hein, c'est vraiment la saveur douce par excellence. Le brocoli, il est un petit peu entre les deux. Voilà. Donc là, on va quand même avoir un mélange qui a du tempérament. Je procède comme ça depuis que, dans mes jeunes débuts de cuisinière, j'avais fait une soupe de légumes où la soupe était complètement immangeable parce qu'il y avait eu trop de légumes à goût fort dedans. Et du coup, c'était typé. Donc pour éplucher mon céleri boule, moi j'utilise un couteau et je tranche un peu loin dans la chair. Mais sinon, c'est une galère. Voilà, donc là j'ai un petit peu de perte. Hop. Mais ça nourrit le compost. Hop. La carotte. Alors, moi j'achète des ingrédients qui sont biologiques. Quand c'est bio, il n'y a pas de risque d'avoir de résidus de pesticides dans la peau. Ça veut dire qu'on peut s'épargner la corvée d'épluchage. Et ça, c'est cool. Sauf que quand on a envie de faire quelque chose d'un petit peu esthétique, la carotte, et là vous voyez peut-être déjà, du fait qu'elle a été lavée, la peau noircit un petit peu. Elle va noircir aussi un petit peu à la cuisson. Donc quand c'est à la maison pour tous les jours, je m'épargne la corvée de pluche. Là, ça commence à sentir bon, je touille un peu mon sarrasin. Quand c'est en démonstration cuisine pour des invités, quand j'ai envie de nous faire honneur avec quelque chose de particulièrement joli, j'épluche la carotte. Donc aujourd'hui, je vous fais honneur. J'épluche la carotte. Et j'utilise un économe, je sais pas, hop, vous allez réussir à voir, qui a des petites dents. Des toutes petites dents qui accrochent bien la peau des légumes. C'est ce qu'on appelle un épluche-tout ou un épluche-tomate. Parce que je sais pas si vous avez déjà essayé d'éplucher une tomate avec un économe lisse, c'est pas possible. Donc on a tendance à ébouillanter la tomate pour pouvoir l'éplucher plus facilement derrière. En réalité, si vous avez ce genre d'instrument, vous allez pouvoir éplucher tout avec, y compris les légumes qui ont besoin d'avoir une accroche pour qu'on puisse enlever la peau, comme la tomate et le poivron. Hop. Ça, je vais en mettre juste un tout petit peu, parce que sinon ça va être super costaud. Et au parfum, je vais vous dire tout de suite si c'est du panais ou du navet. Eh bien, j'ai un doute, mais je pense que c'est du navet. Alors, le navet boule d'or, ce qui est génial, c'est que déjà, vous voyez, il a une... Bon, là, c'est la couleur de la peau. La couleur de la chair est un petit peu plus claire, un petit peu plus crème. Là, mon nez me dit que le sarrasin, il est à point. Est-ce que vous sentez son parfum? Voilà. Donc là, je vais même le débarrasser dans un saladier. Hop, parce que le fond de poêle est épais et encore très chaud, et ça risque de continuer à toaster. Mon sarrasin, je le laisse refroidir. Ça évitera d'encrasser la lame du robot mixeur. Donc, mon navet, la chair, elle est plutôt de couleur jaune pâle. Et vous allez voir qu'à la cuisson, elle va devenir jaune vif. C'est joli. On adore.
Donc, en général, je n'épluche que les parties des légumes qui sont abîmées, là où c'est un petit peu noir, là où il y a des éraflures, etc. Quand c'est des légumes bio, évidemment. Hop là. Si c'est pas bio, j'épluche systématiquement. Voilà. Et là, je vais faire des petits dés. Et j'ai le choix pour avoir une cuisson homogène. Moi, je vais réutiliser l'eau de mon bain-marie de tout à l'heure pour faire ma cuisson vapeur de mes légumes. Et donc, je vous disais, j'ai le choix pour avoir une cuisson homogène de mes légumes. Parce que vous savez qu'il y a des légumes qui sont plus durs et qui demandent un plus long temps de cuisson que d'autres. Comme la carotte. Alors, genre, la carotte, c'est vraiment ce qu'il y a de plus costaud et de plus long à cuire. Et comme j'ai des légumes qui sont plus tendres, le navet est un peu plus tendre, le céleri un peu plus tendre, et puis alors le brocoli, vraiment, c'est super tendre et ça a besoin d'un temps de cuisson extrêmement réduit, et bien soit je fais des plus petits morceaux de carottes et des plus gros morceaux des autres, et comme ça, tout le monde cuit en même temps, et puis à une cuisson qui est optimale en bout de course, soit je commence à cuire la carotte, en faisant des morceaux de la même taille pour tout, mais je commence à cuire la carotte alors que les autres, je suis encore en train de les découper. Aujourd'hui, je n'ai pas encore choisi. Je vais voir. Mais à mon avis, la carotte va commencer à cuire avant les autres. Voilà. Et donc, je vous disais pourquoi il ne faut pas avoir peur des grands couteaux, c'est parce que du moment qu'on ne met pas le doigt dessous, il n'y a aucun risque. Donc, le grand couteau et la grande planche à découper, l'avantage, c'est que vous voyez, la pointe de mon couteau, jamais elle quitte la planche à découper. Et j'ai un mouvement de balancier, comme ça. Vous verrez tout à l'heure, quand je vais hacher du persil, ce sera pareil. Et là, vous voyez, mes doigts, ils sont au-dessus. J'ai aucun risque de les couper, là. Bon, là, je vais faire gaffe, par contre. Mais je vais y aller doucement. Hop. Et vous voyez, la pointe, elle ne quitte pas la planche à découper. Et voilà, ma carotte, c'est fait. Hop. Donc, petit panier vapeur. Et je vais commencer à cuire ma carotte pendant que je découpe mes autres ingrédients. Voilà. Le deuxième plus dur, c'est un petit peu kiff-kiff entre le céleri et le navet. Donc j'y vais. Hop. Je vais faire à nouveau des petits dés. Donc l'histoire des légumes plus ou moins durs, j'en tiens compte quel que soit le type de cuisson. Souvent, je fais des cuissons un mix entre sauté et étuvé. Sauté, c'est dans une poêle avec un petit peu de matière grasse. À l'étuvé, je rajoute un couvercle dessus. Donc en général, je commence par faire sauter mes légumes dans un petit peu de matière grasse, éventuellement un petit peu d'eau parce que ça me plaît. Et en général, je rajoute ensuite un couvercle dessus. Et ça permet d'avoir une cuisson plus à cœur, parce que vous savez, les cuissons sautées comme le wok, en fait, c'est une cuisson de surface. L'intérieur du légume, en plus, en général, ce sont des bâtonnets, des morceaux, reste un petit peu cru. Et moi, j'aime bien que ce soit sauté autour, mais quand même cuit à cœur. Donc, je termine la cuisson avec un couvercle pour qu'il y ait une sorte de petite ambiance humide qui permette de terminer en douceur. Donc là, mon panais, mon céleri, ils sont OK. Bon, la carotte, elle n'a pas pris beaucoup le temps de cuire jusqu'ici, mais on a des temps de cuisson qui sont relativement similaires. Par contre, le brocoli, je vais vraiment faire attention et je le mettrai après. Le brocoli, quand il est bien cuit, il n'est pas croquant, mais il a encore de la texture. Et surtout, il est encore vert pimpant. Encore vert pimpant. Du moment que votre brocoli a viré au jaune, c'est qu'il a trop cuit. Ça veut dire que la chlorophylle qui donne la couleur verte, elle s'est dégradée. Et la chlorophylle, c'est un antioxydant. C'est dommage quand même quand il n'y a plus de chlorophylle. Voilà. Donc pour préserver la chlorophylle et le vert pimpant du brocoli, on le cuit après ou... regardez, autre solution, autre technique. Je vais le mettre en gros morceaux. Et comme ça, il va pouvoir cuire le même temps que les autres légumes. Voilà. Et je le découperai seulement après la cuisson. Tout bon pour vous ? Bon. Ici, à l'intérieur, on pourrait mettre des herbes pour donner du parfum. Aujourd'hui, on va faire très simple, et c'est surtout la purée de sarrasin qui va apporter du goût et de l'épice. Les légumes vont être très nature, et on va avoir une purée de sarrasin bien épicée, et puis le petit bacon toasté à côté qui va donner du peps à tout ça. Alors, on va finaliser notre purée de sarrasin.
Donc là, par praticité, je vais y arriver, je vais utiliser un petit robot coupe, mais on pourrait utiliser un pilon et un mortier pour faire notre semoule, parce que c'est très tendre. Au petit robot coupe, ça va être ultra rapide, mais avant, je vous fais goûter le sarrasin toasté, et vous allez me dire si vous sentez une différence. Peut-être pas prendre tout ça. Vous faites attention, c'est encore un petit peu chaud, mais c'est pas brûlant. Est-ce que je vous ai fait goûter tout à l'heure, messieurs, dames? Oui? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop, avec plaisir. S'il vous plaît. Pardonnez-moi. Hop. Oh, voilà, là, je vous ai... tenez, vous en avez plus pour la peine. S'il vous plaît. Hop. Tenez, monsieur. S'il vous plaît. Hop. Voici. S'il vous plaît. Hop. Et voici. Est-ce que vous sentez une différence? Tout à l'heure, c'était pas bon. Et maintenant, c'est sympa. Donc, normalement, vous sentez, il n'y a plus cet aspect un petit peu farineux. Voilà, le fait d'avoir toasté, on a une texture qui est plutôt fine et craquante. Et puis surtout, on a ce petit goût de noisette qui fait ressortir la saveur du sarrasin et qui est sympa. On pourrait se passer de toaster le sarrasin pour cette recette-là. On aurait quelque chose qui serait beaucoup plus doux en bouche. Mais là, j'avais envie de, justement, booster un petit peu la saveur. Petit robot coupe. Donc, un robot coupe ou un robot cutter, c'est un robot avec une petite lame, tout simplement. Je verse mon sarrasin et vous allez voir, ça va être super rapide. Hop là. Hop. Voilà. Et là, je peux choisir d'avoir une mouture plus ou moins fine. Et on a cette poudre. Voilà, qui fait comme des paillettes. Cette poudre qui fait comme des paillettes, je vais la reverser dans le saladier. Et il ne va plus me rester qu'à l'hydrater avec de l'eau bien chaude. Donc là, c'est pareil, je vous recommande de respecter scrupuleusement la proportion d'eau par rapport à la proportion de sarrasin. Sur mon blog, quand vous retrouverez des recettes au sarrasin, pareil, je fais toujours en sorte de vous donner la quantité d'eau juste nécessaire pour que quand le sarrasin est cuit en grains entiers, ça ne vous fasse pas une purée quand ce n'est pas le but de la recette, mais que vous ayez des grains qui restent à bien se détacher. Voilà, de sorte que si vous faites des quantités plus ou moins importantes ou réduites, vous faites bien la proportionnelle pour la quantité d'eau. Donc là, pour une personne, pour mes 70 grammes de sarrasin, je vais avoir besoin de 175 millilitres d'eau. Vous avez des proportions qui sont différentes parce que vous avez des proportions pour 4 personnes, mais vous faites la proportionnelle sans problème. Donc, je vais faire bouillir de l'eau. Voilà. Hop. Et comme dans ma purée, je vais rajouter des éléments pour donner du goût, je vais pouvoir les rajouter maintenant. Notamment le beurre salé, parce qu'il va bien se répartir du coup partout dans la purée. La muscade, parce que la chaleur va lui permettre de diffuser un petit peu plus son parfum. Pourquoi j'ai choisi du beurre salé? Parce que j'ai fait le lien avec la Bretagne. Sarrasin, beurre salé. Alors, information. Le beurre que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un beurre cru. Celui que j'achète de cette marque-là, il a une saveur très très douce. C'est pas très typé, donc ça reste très très agréable. Cela dit, un beurre typé, ça aurait pu être très sympa et donner beaucoup de caractère à cette recette. Pourquoi je fais le choix d'un beurre cru? Parce que dans un beurre cru, vous avez plein de nutriments
qui sont préservés et que la pasteurisation ne va pas préserver. Vous avez des facteurs anti-inflammatoires dans les produits laitiers crus, que ce soit les fromages au lait cru, le beurre cru, la crème crue, qu'on ne retrouve plus dans les laits qui sont stérilisés ou même dans les laits pasteurisés. Donc quand vous consommez du beurre cru, vous bénéficiez de ces propriétés anti-inflammatoires notamment. Ça vaut le coup. Donc là, pour une personne, je vais mettre une bonne vingtaine de grammes. C'est une purée gourmande, hein. Voilà. Je vais ajouter ma muscade. Alors aujourd'hui, moi j'ai choisi de la muscade. Hop, muscade que je vais râper moi-même. La muscade, c'est la seule épice que j'ai aussi déjà moulue en poudre à la maison, parce que je trouve que la saveur de la muscade déjà moulue est intéressante. Elle a des notes un petit peu plus corsées. Mais la plupart de mes épices, toutes les autres épices, je les achète en graines entières. Pourquoi, à votre avis? On en parlait un petit peu tout à l'heure, avec ces histoires d'oxydation du sarrasin qu'on achète déjà toasté. C'est parce qu'une graine, c'est fait pour survivre. Donc ça a plein de protections, notamment son écorce. Et si la graine est moulue, eh ben en fait, elle est beaucoup plus sensible à l'oxydation. Ça veut dire que sa saveur va s'éventer. Et d'ailleurs, vous savez, une fois qu'on a ouvert notre pot d'épices, un mois après, elle a déjà plus la même saveur. Donc moi, je les achète en graines entières et je vais les moudre ou les râper, hein, quand il s'agit de la noix de muscade, fraîchement, immédiatement au moment où j'en ai besoin. Là, aujourd'hui, j'ai choisi de prendre une muscade que je râpe moi-même parce que je trouve qu'elle a des saveurs un petit peu plus pointues, un petit peu plus acides et un peu plus fines que la muscade déjà moulue. Et aujourd'hui, j'avais envie de ça. Voilà. J'ai une chronique hebdomadaire, une chronique audio hebdomadaire que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Y a-t-il un pilote dans l'assiette ?» Et on a fait une chronique autour de la muscade il y a quelques semaines et je crois que je l'ai intitulée « Mirifique muscade ». Il faut savoir que les épices ont des propriétés extraordinaires, même à petite dose. Elles ont des propriétés digestives, quasiment toutes, hein, super puissantes, elles stimulent l'immunité, elles ont vraiment énormément de vertus. La muscade, à très forte dose, elle a même des propriétés psychotropes. Voilà. Bon, aux doses où on les utilise là, ça va très bien se passer, vous inquiétez pas, c'est prévu. Voilà. Mais ça fait partie de ces épices très très puissantes, comme la girofle, le clou de girofle également, qui ont des propriétés qui sont des stimulants pour notre cerveau. Alors, là, je vais mesurer mes 175 millilitres d'eau. Alors, 175 millilitres, c'est 175 grammes, c'est pour ça que là, j'utilise ma balance. Ça m'évite de sortir trop de matériel. Le beurre, ça va le faire fondre, l'eau bien chaude. Hop. Hop là. Et j'ai plus qu'à touiller et vous allez voir, la semoule va gonfler et faire une purée. Et ça va être très agréable. Cette purée, j'aurais pu qu'à ajuster le sel, donc il y en a un petit peu dans le beurre salé. Mais je ne suis pas encore sûre que ce soit suffisant. Et puis je vais rajouter du persil. Donc là, vous voyez, le mélange, il est fait. Ça va gonfler le temps que je hache mon persil. Alors, le persil, moi j'utilise aussi les tiges que je pourrais utiliser pour faire des bouillons ou autre chose. En tout cas, c'est vraiment dans le but de ne pas gaspiller. Parce que les tiges, elles sont aussi aromatiques. Par contre, et là aujourd'hui c'est particulièrement vrai, les tiges, elles sont plus épaisses que les feuilles, évidemment. Donc je vais avoir une précaution pour les hacher particulièrement finement parce que sinon ça va être désagréable en bouche, ça va être un petit peu caoutchouteux. Donc là j'y vais doucement et je hache très 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 finement. Voilà. Donc les tiges des aromatiques, elles sont
parfumées, savoureuses. Et on peut les utiliser soit comme je fais là, en les hachant très finement, soit en les ajoutant, vous savez, comme une épice quand on fait cuire une viande ou quand on fait une soupe dans laquelle on jetterait une branche de céleri. On peut jeter des branches de persil, par exemple. Voilà. Et là, je vais hacher encore un petit coup, histoire d'avoir les morceaux les plus fins possibles. Et là, vous voyez, toujours comme tout à l'heure, je fais le balancier avec mon couteau, mes doigts sont au-dessus. Pas de problème, même si c'est un grand couteau. Allez, et de une. Et je vais rajouter le reste. Donc moi, les aromates, souvent, quand je suis en atelier cuisine, les participants sont étonnés parce qu'ils me disent « Tu mets tout ça ?» Bah oui, hein, il faut qu'il y ait du goût quand même. Donc on a tendance en France à être assez timide avec les épices, avec les aromates. Moi, quand j'ai commencé à découvrir la cuisine, je me suis passionnée très vite pour la cuisine indienne. Et eux, c'est pas des frileux avec les épices. Et moi, j'adore ces saveurs. En plus, vous verrez, quand on fait une forme de cuisine... j'appelle ça la cuisine intuitive. Quand on fait une cuisine intuitive, on s'aperçoit qu'on est attiré par les épices qui viennent nous rééquilibrer. Moi, j'avais été épatée. J'avais du piment parce que j'ai plein de choses dans ma cuisine, mais je ne l'avais pas utilisé pendant des années. Et puis un jour, j'ai été attirée par le piment et pendant 3 jours, j'en ai mis dans tous les plats. Et quand je me suis intéressée ensuite, à la faveur de la lecture d'un bouquin, aux propriétés du piment en diététique chinoise, je me suis aperçue que le piment, sa saveur particulièrement piquante, elle venait stimuler le poumon, donc elle venait tonifier le poumon, et ça correspondait à une période où moi j'avais un refroidissement. Et j'avais été attirée par le piment parce qu'il était venu ramener de la chaleur au niveau de mon poumon, et il me faisait du bien. Et à force d'observer depuis des années, en fait, je m'aperçois que je suis attirée par des aliments qui viennent me rééquilibrer. Donc ça porte, cette cuisine intuitive, aussi bien sur le choix des aliments que sur le choix des techniques de cuisson. Il y a des fois où je vais avoir besoin d'une technique de cuisson au four. Il y a un été où j'avais eu des problèmes de santé et où j'avais tout cuit au four. Mon mari faisait une tête, mais bon, parce que le four qui tourne tous les jours alors qu'il fait super chaud, il était pas aux anges. Mais voilà. Donc on peut être aussi attiré par certaines techniques de cuisson parce qu'elles vont nous être plus bénéfiques. En diététique chinoise, on va classer les techniques de cuisson en fonction de si elles sont plus yang, donc c'est les cuissons plus sèches, les cuissons au four, les cuissons sautées, ou si elles sont plus yin. Ce qu'il y a de plus yin, c'est le cru, et un petit peu moins yin, c'est la cuisson à la vapeur. Au milieu, vous avez la cuisson wok qui est vraiment entre les deux, parce que c'est encore un peu cru autour, mais c'est à cœur, mais c'est sauté autour. Et donc, en fonction de si on a trop de chaleur, etc., qu'on a trop de yang à l'intérieur de nous, on va peut-être choisir des cuissons vapeur. Mais si par contre, on a tendance à être un petit peu frileux, etc., on n'a pas intérêt à manger trop de cru, ni à manger tout cuit à la vapeur. On va plutôt choisir des cuissons qui apportent plus de chaleur, des cuissons sautées, étuvées, et des cuissons au four. Voilà. Donc là, typiquement, parce que évidemment ça arrive toujours quand on fait une démonstration en public, j'ai mis trop d'eau. Donc je me retrouve avec une texture qui est un peu trop fluide. Mais comme j'avais prévu le coup qui aurait peut-être un incident, c'est pas grave, hein, ce que vous allez déguster, c'est en train de réchauffer au four. En vrai. Ha ha ha. Ça c'est l'expérience qui fait que... Bon. Alors... Du coup, je ne vais pas aller plus loin pour cette préparation. Dans celle qui est en train de réchauffer au four que vous allez déguster, j'ai assaisonné avec un petit peu d'ail pour booster un petit peu la saveur. Voilà. Dans la recette que vous retrouverez sur le blog où je vous ai dit que je l'associe au chevretin, j'utilise pas de l'ail, je vais utiliser du citron confit au sel qui apporte des notes un petit peu fruitées et un petit peu chaudes et un petit peu rondes. Voilà. Donc en fait, en fonction de ce avec quoi vous accompagnez, vous allez utiliser les épices qui vous font plaisir. Et je vais cacher ceci que je ne saurais voir. Hop là. Donc là, on a quasiment toutes les composantes de notre recette salée. Il nous reste une composante gourmande qui est le bacon toasté. Donc on va faire des petites chips de bacon, simplement en passant dans de l'huile, cette fois à la poêle, parce que l'huile va apporter de la gourmandise à notre bacon.
J'ai fait plusieurs essais, voilà, de passer au four pour juste toaster, en ayant quand même badigeonné un petit peu d'huile sur le bacon, mais c'était trop sec. Donc là, on a vraiment envie de ramener de la gourmandise. Alors, le bacon, c'est une charcuterie qui est extrêmement peu grasse. Bien que le gras soit pas un problème, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est une charcuterie qui est extrêmement peu grasse. Vous devez avoir 2% de graisse dans le bacon. Donc c'est une viande qui est plutôt maigre et qui est super pratique pour en faire des chips, pour en faire des éléments qui viennent apporter un petit twist de saveur. Voilà, donc là j'ai des jolies tranches de bacon. Il ne faut pas que vos tranches soient trop épaisses. Les miennes, elles doivent faire 1 mm d'épaisseur. Si c'est trop épais, une fois que c'est toasté, ça va être un petit peu cartonneux. Ça va être désagréable à mâcher. Hop. La poêle, un filet d'huile, n'ayez pas peur. Moi j'ai des filets à grosse maille. Donc là, à feu pas trop fort, et j'ai encore coupé toute la cuisson. Cela dit, nos petits légumes, ils sont pas mal. Je vais en profiter pour les surveiller. Hop. Alors, mon légume est bien cuit quand la lame de mon couteau s'enfonce dedans. Donc là, si je vérifie mon brocoli, en essayant de ne pas me brûler, si la lame s'enfonce dedans, ouais, là c'est parfait. Donc le brocoli, je le refroidis tout de suite parce que sinon, il va jaunir. Et on se souvient qu'un brocoli jaune, c'est un brocoli que la chlorophylle, elle est toute mourue dedans. Et c'est dommage. Voilà. Donc lui, je le refroidis. Les autres, c'est moins grave. Il n'y a pas cette histoire de chlorophylle à préserver. Voilà, mais pour le brocoli, c'était important. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai mes adorables petits légumes. Qui sont tout nature. Je pourrais arroser avec un bon filet d'huile d'olive dessus tout à l'heure, parce que juste des petits légumes, quand ils sont savoureux, avec un filet d'une bonne huile goûtue, et ben je trouve que ça peut être merveilleux. Voilà. On peut rajouter également une pincée de sel de Guérande. Alors, je ne vous ai pas dit, moi j'utilise du sel de Guérande. Le sel de Guérande, on a une garantie que c'est un sel qui n'est pas raffiné. Quel est l'intérêt? C'est que dans un sel raffiné, qu'est-ce que vous avez? Du chlore et du sodium. Le sel, c'est du chlorure de sodium. Ensuite, on va rajouter de l'iode ou du fluor artificiel, etc. Dans un sel de Guérande, vous avez déjà de l'iode, vous avez déjà du fluor, vous avez déjà tous les minéraux que vous avez dans l'eau de mer. Vous avez même des microalgues, des microplanctons. Vous avez un aliment qui est un aliment exceptionnellement riche en minéraux. Et même à petite dose, c'est pas seulement l'intérêt de la quantité de minéraux qu'on apporte, c'est le fait qu'on les apporte tous ensemble dans un élément originel. Et là, il y a une alchimie qui se crée avec notre corps. Voilà, nos petits légumes, ils sont OK. Je trouve que ça commence à sentir bon le miel. Je pense que le granola nous appelle. Alors, je parle de cuisine intuitive aussi parce que, vous voyez, des fois, on se dit « Ah tiens, je suis en train de penser à mon granola ». Et on ne fait pas toujours attention que c'est parce qu'on a senti un parfum qui est en train de nous appeler. En l'occurrence, c'est le cas. Hop, je vais le sortir. Le granola, il est bien doré. Je ne l'ai même pas retourné à mi-cuisson. Mais c'est pas très grave parce que, comme vous avez compris, j'ai été prévoyante. Et j'ai préparé du granola en amont. Au cas où. Voilà. Mais là, vous voyez, quand il a cette belle couleur dorée, il est au point. Hop là. Voilà. Donc là, vous allez voir, la texture, elle est encore un peu souple. Mais le miel est déshydraté au maximum et c'est en refroidissant que ça va devenir des grosses pépites qui s'agglomèrent. Voilà. Donc en général, moi je laisse refroidir comme ça et ensuite je le casse en pépites au moment où je veux le mettre dans une boîte de conservation, à condition évidemment qu'on n'ait pas tout bouleté dès le premier jour, parce que le premier jour évidemment c'est là où c'est meilleur, c'est là où c'est le plus croustillant. Donc je vous préviens, ce sont des choses qui peuvent arriver avec cette recette. Alors,
Je reviens à mon bacon. Hop, un feu moyen. Et je vais faire des beaux morceaux. Hop là, pour qu'on ait des belles chips. Et là, ça va être un petit peu fastidieux pour avoir quelque chose de vraiment gourmand. Je vais vraiment les répartir dans la poêle. À la maison, ça pourrait arriver que je jette ça dans la poêle, un petit peu nonchalamment, que je touille, que je touille, que je touille. Mais vous, je vais vous bichonner. Hop là. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'utilise une poêle en inox. C'est super pratique. C'est extrêmement durable. Là, ça fait plus de 10 ans que nous avons cette poêle. Elle est restée impeccable. Pour que ça attache pas au fond de la poêle, soit on met un petit peu de matière grasse, soit tout simplement, on la fait préchauffer. Et quand elle atteint la bonne température, on peut même mettre de la viande dedans. Par exemple, on met une tranche de viande de bœuf. Et quand la viande est saisie, elle se détache toute seule. Ce qui est très pratique, c'est ces petites spatules un petit peu fines qui nous permettent d'aller chercher en dessous. Voilà. Alors, le temps que ceci toast, moi je pense que je vais commencer à vous dresser déjà la petite purée. Coucou ma poupette, ça va? On va manger du sarrasin. Tu connais le sarrasin? Oh, on va manger du sarrasin et de la crème au chocolat. Ça, tu connais la crème au chocolat. Elle fait de la glace, ta maman? Mais c'est merveilleux, ça. Allez, moment de vérité, je vais vérifier que c'est bien assez... Pardon, que c'est bien assez chaud. La température n'est pas idéale. Mais j'ai peur que ça sèche un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la servir à cette température-là, sachant que quand c'est un petit peu plus chaud, les saveurs ressortent mieux, mais j'ai peur de la faire trop sécher si je me plante sur le réchauffage. Est-ce que vous me pardonnez? Donc là, elle est vraiment super bien assaisonnée. Vous allez voir, c'est très agréable. Et donc, on va l'accompagner avec des petits morceaux de légumes. Et puis, notre bacon qui est en train de toaster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15. Non, il y a le bacon qui est en train de commencer à sentir bon. Hop. Voilà. Donc là, quand je l'ai préparée pour la dégustation d'aujourd'hui, sachant que j'allais la réchauffer au four, je l'ai hydratée un petit peu plus que d'habitude. Parce que le réchauffage au four, ça la rend un petit peu plus sèche. Donc j'avais choisi exprès de l'hydrater un petit peu davantage.
Voilà. Est-ce que vous commencez à sentir la bonne odeur du bacon rôti? Hop. Voilà. Donc là, je vais ajouter des petits légumes. Hop là. Ils n'ont pas suffisamment chauffé. Alors, je vous présente encore mes excuses. Quand vous ferez la recette, si vous souhaitez la refaire à la maison, vous verrez quand les saveurs sont un petit peu plus chaudes, c'est encore autrement sympa. Là, vous allez avoir les saveurs un petit peu plus diffuses. Hop. Voilà. Oui, ce que je vous ai pas dit, quand je choisis mes légumes aussi, je choisis des légumes, alors essentiellement des légumes de saveur douce et un seul légume de saveur un petit peu plus forte. Et puis aussi, je suis attentive aux couleurs. C'est-à-dire que là, je savais que j'avais envie de carottes, que j'avais envie de brocolis. Et j'ai cherché des couleurs qui soient variées et intermédiaires pour compléter mon mélange de légumes. Voilà. Hop. Alors, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que le brocoli, quand vous m'avez vu le cuire tout à l'heure, vous avez vu les fleurettes. Mais dans le mélange que j'ai cuit hier, j'ai utilisé la moelle du pied du brocoli. C'est-à-dire que vous savez, ce pied de brocoli, il est dur tout autour parce qu'en fait, il a une écorce très épaisse, mais à l'intérieur, vous avez un petit peu de moelle qui est comestible parce qu'elle va être très tendre après la cuisson. Donc, il est possible que dans votre petite dégustation, vous ayez un petit morceau de moelle, de pied de brocoli. J'avais des très belles feuilles de brocoli aussi sur le légume que j'ai acheté. Par contre, là, l'écorce est assez épaisse. Et même après cuisson, ça reste assez désagréable où il faut en retirer vraiment une grosse partie fibreuse. Et donc, c'est pas évident à récupérer. On pourrait les faire lacto-fermenter si on avait envie de les valoriser. La lactofermentation, on a fait une émission mercredi sur France Bleu Pays de Savoie pour expliquer comment on procède. En gros, c'est super simple. Vous avez besoin soit de mettre du sel directement dans des légumes râpés, soit de préparer une saumure avec 3 grammes de sel pour un litre d'eau. Non, 30 grammes de sel pour un litre d'eau, je vous dis des bêtises. C'est 3%. Donc 30 grammes de sel pour un litre d'eau. Et vous allez immerger des morceaux de légumes dans cette saumure pendant 4 semaines. Et vous avez des petits pickles qui ont été transformés par la lactofermentation et qui sont très agréables à consommer. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un chouïa d'huile d'olive. Parce que ça va amener encore de la gourmandise, notamment sur les petits légumes. Hop. Quelques gouttes. Hop. Voilà. Et je vais rajouter le bacon grillé. Et je vais vous inviter à venir prendre cette première dégustation. Hop. Vous savez ce qu'on pourrait faire? On pourrait même utiliser l'huile du bacon grillé. Ce serait vraiment trop sympa. Hop. Hop. Là, c'est un petit peu la galère. Je vais essayer de ne pas vous noyer vos petites portions dégustation. Voilà, hop. Mais j'ai envie que vous ayez du goût quand même. On rajoute la petite chips de bacon grillé et je vais vous inviter à venir prendre déjà cette dégustation salée. Voilà. Voilà, je vous en prie. Hop. Dès qu'il y a le petit bacon,
vous pouvez passer à l'attaque. Voilà, s'il vous plaît. Hop. Le bacon est très très chaud. Lui, pour le coup, ne vous brûlez pas. S'il vous plaît. Hop. S'il vous plaît. Je vous en prie. Hop. S'il vous plaît. Je vous en prie. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Déjà visuellement. J'espère que le goût va suivre. Hop. Voici, s'il vous plaît. Hop. Mais j'y compte bien qu'on peut en avoir. Ça va super, et toi? Ah, madame me demande pourquoi j'ai une poêle en inox. Parce que la poêle inox, c'est le matériau le plus durable que j'ai rencontré, le moins contraignant en termes d'entretien. J'ai aussi des poêles en fer, mais qui nécessitent de faire attention pour pas que ça rouille, d'enlever tout de suite l'humidité, etc. Alors que là, quand ça m'arrive d'oublier quelque chose dans la poêle en inox, dans la casserole en inox, que j'y vais avec une gratounette, et ben elle est inusable. Voilà. Je suis pas favorable à tout ce qui est revêtement anti-adhésif, parce que y a des études qui ont montré que la plupart des produits qu'ils utilisent vont imprégner les aliments et sont des substances qui peuvent être nocives, voilà, parfois même cancérogènes. Donc j'utilise des matériels que j'essaye de sélectionner pour leur côté sain. Est-ce que ça se passe bien? Ouais, merci. Magnifique. Pour les personnes qui n'ont pas encore eu leur portion dégustation, mais oui, on peut goûter. Regarde, je suis en train de te faire toaster du bacon. Hop. Mais je voudrais qu'il soit un petit peu bien grillé pour que ça fasse vraiment plaisir. C'est ce que je vais faire. Je vais commencer à dresser les desserts entre-temps. Hop. Je vais finir de dresser ça. Oui, ils marchent tous les deux, les fours. Hop. Ça va tout bien. Là, quand vous faites du coup une assiette, vous allez dresser la purée de sarrasin, vous allez planter des jolis chips dessus. Je vous termine le dressage. Voilà. Et on est bon. Hop. Alors, je laisse ça de côté. Et puis je vais commencer à vous dresser la partie sucrée. Hop là, et ça, comme ça. Donc imaginez quand ça va être chaud, bien chaud, tous les légumes avec leur petite vapeur de légumes aux saveurs douces, avec des petites notes amères. Alors moi j'aime bien l'amertume dans les légumes, surtout quand j'accompagne avec quelque chose de doux, comme le sarrasin, parce que l'amertume, elle vient donner du peps. Et en diététique chinoise, on dit qu'on a besoin d'avoir les 5 saveurs dans chacun de nos repas, parce que chaque saveur est associée à l'énergie d'un organe. L'amertume est associée à l'énergie du cœur, le piquant est associé à l'énergie du poumon, l'acide c'est pour le foie, le doux c'est pour la rate et le salé c'est pour le rein. Donc quand on a, comme dans le plat que je vous ai fait, de la saveur douce avec le sarrasin, du salé avec le bacon, de l'amer avec les légumes, il nous manque peut-être un petit peu d'acide, mais moi l'acide me fait pas du bien, alors j'ai tendance à pas en mettre beaucoup. On pourrait ajouter une petite goutte de jus de citron, ça nous donnerait une petite touche acide. Et puis le piquant, en réalité la plupart des épices sont de saveur piquante selon les principes de la diététique chinoise. Donc la muscade nous apporte le piquant, le persil va nous apporter le piquant. Donc là vous avez un plat qui apporte les 5 saveurs. Donc c'est un plat diététique au sens qui va soutenir votre énergie au quotidien. C'est pas merveilleux? En plus d'être bon. Hop. Alors, j'avais prévu un dressage à la poche à douille, mais je crois que le prochain atelier ne va pas tarder et du coup, je vais faire un dressage un petit peu plus simple à la cuillère.
Hop. Voilà. Donc là, on va retrouver notre crème soyeuse au chocolat et à la bergamote. Donc celle que j'ai faite hier par précaution, nous sommes d'accord. Voilà. Et là, vous voyez, elle a une texture qui est un peu plus ferme. Et en dressage à la poche à douille, ça peut être tout à fait sympa. Hop. Alors, vous allez voir, c'est une crème qui est très nourrissante. Parce qu'il y a pas mal de chocolat dedans. Et parce que le tofu est assez protéiné. Donc du coup, c'est une crème, quand on la mange en dessert, on n'a pas besoin de faire un gros ramequin, parce que ça tient bien au corps. C'est vous dire si c'est réconfortant, vous allez voir. Hop. Voilà. Je vous ai parlé plusieurs fois de mon blog. Vous allez retrouver ici des flyers, vous allez retrouver les coordonnées du blog. Il y a même des petits flashcodes aussi si vous voulez flasher directement pour retrouver depuis votre téléphone portable. Vous aurez les références de la chronique hebdomadaire que j'enregistre. C'est une chronique audio qui s'appelle « Y a-t-il un pilote dans l'assiette ?» Pareil, vous allez pouvoir retrouver le lien direct si vous souhaitez retrouver toutes les informations dont je vous ai parlé. Voilà. Donc là, une fois que j'ai dressé ma merveilleuse petite crème soyeuse, je vais mettre une énorme pépite de granola. Et moi, j'ai envie de vous ajouter un chouïa de cannelle, peut-être. Ou pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont défavorables à la cannelle? Manifestez-vous. Maintenant, ou taisez-vous à jamais? Ok, pardon. Ça marche. Je vais vous mettre un tout petit voile de cannelle. La cannelle, je l'ai vraiment découverte en bio. On avait l'habitude d'utiliser une grande marque de grande surface quand j'étais petite. Et cette cannelle de grande surface, elle a des notes terreuses. Elle n'est pas très subtile. Et quand j'ai découverte en bio, dans la marque Cook, qui est une marque qu'on trouve dans la plupart des épiceries bio, j'ai vraiment découvert une épice subtile, aérienne, délicate. Et j'ai fait plein de découvertes comme ça avec des ingrédients bio qui ont des saveurs autrement subtiles. Je vérifie. C'est vachement bon. Du coup, j'ai vérifié la deuxième. C'est vachement bon. Hop. Alors, le granola d'hier, qui est bien aggloméré. Hop, vous voyez les pépites? Ça va bien groustiller tout ça. Voilà. Celui de tout à l'heure, eh ben, il s'est aggloméré aussi. Je vais vérifier, mais en saveur, il pourrait être un petit peu plus costaud. Il est encore un peu chaud, donc il n'est pas encore assez croustillant. Mais il est bon, hein. Voilà. Et là, je vous mets la Big Pépite. Je vais vous arroser ça avec de la cannelle. Et dès qu'une rangée est prête, je vous laisse y attaquer. À l'attaque. Bon, je vous mets un maximum de granola, hein. Vous me demandez si le tofu soyeux se trouve facilement. En général, vous allez en trouver au rayon frais dans les magasins bio assez facilement. Voilà. C'est un produit qui se conserve longtemps au réfrigérateur. Moi, j'en ai toujours une barquette d'avance. Et vous devez avoir à peu près 3 mois de délai devant vous. Hop. Je vous en prie. Voici. Hop. Bonne dégustation. Allez, un petit chouïa de cannelle. Je vous laisse embarquer. Hop. Mais oui, on peut avoir du salé très cher. Tiens, regarde, je termine le dressage du sucré. T'as vu si c'est mignon un peu? Hop. Donc le petit dessert, on a une crème soyeuse au chocolat. Et puis un petit granola au sarrasin qui croustille bien. Tu vas voir si c'est merveilleux. Hop. Eh ben, je suis contente que déjà ça ait l'air bon. Hop là.
Tu me confirmeras après dégustation. Est-ce que ça se passe bien? Ouais, je suis ravie. Hop. J'arrive parce qu'il n'y avait pas le bacon. C'est quand même dommage s'il n'y a pas le bacon. Et le sucré. Bacon, tu déconnes. Attends, on va rajouter. Hop. Bien que ça grille. Voilà. Nadia. Voilà. Et voilà. Là, si on l'a ramené à Nadia, je ramène le mien Et hop. avec du dessert. Tu vois, tu veux manger. Ça va, t'es contente? Merveille. Comment ça se passe? Yes. Ah, je suis ravie. Vous avez vu un peu comme c'est fondant cette crème au chocolat? Il y a un côté un petit peu frais, c'est ultra réconfortant. Est-ce qu'elle porte bien son nom de crème soyeuse, dites-moi? Ouais. Il en reste. Est-ce que vous avez des questions? Alors, prenez tout le temps de la dégustation. Mastiquez bien, c'est très important pour une bonne digestion. Mais je suis à votre écoute si vous avez des questions. Je vérifie le timing pour ne pas empiéter. Ouais, il nous reste 5 minutes avec plaisir pour que je puisse, avant que je doive, hop là, faire la place. Avec du tofu normal, Oui, est-ce qu'on peut le faire devenir soyeux ou pas? merci pour votre question. Si on ne trouve que du tofu ferme, est-ce qu'on peut le faire devenir soyeux? Alors, on peut passer le tofu ferme au mixeur et on va obtenir une crème qui va être moins fluide. Mais j'ai déjà vu Laurence Salomon notamment faire des tartes au chocolat avec une base de tofu ferme en faisant exactement ce qu'on a fait. On peut rajouter des choses qui vont le rendre un peu plus onctueux. On pourrait mettre un peu de crème de soja, un peu de crème de coco. Donc oui, on va pouvoir obtenir quelque chose qui se rapproche, mais on n'aura pas un parfait soyeux. On aura toujours un tout petit peu de granuleux sur la langue. Voilà. Mais ça donne des résultats super intéressants quand même avec du tofu ferme. D'ailleurs, j'en profite. Avec le tofu ferme que vous mixez avec des tomates séchées, avec de l'ail, on fait une sorte de fromage de tofu à tartiner qui est une merveille. Vous retrouvez plein de recettes sur mon blog. Avez-vous d'autres questions? Ça va bien? Chocolat à 70%. Merci de votre question. Est-ce qu'on peut utiliser du chocolat à 70%? Absolument. J'utilise en général le chocolat à 58% parce qu'il est assez consensuel, il passe bien. 70%, ça vous donnera exactement le même résultat, ça ne changera pas la texture, ça va être un petit peu plus corsé. Et si vous aimez ce qui est moins sucré, si ça par exemple c'était trop sucré pour vous, 70% ce sera top. Autre chose que vous pouvez utiliser, j'en ai pas mis dans le granola d'aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le gruet de cacao. Ce sont des éclats de fèves de cacao. Madame connaît. Elle a un sourire jusqu'aux oreilles, elle connaît forcément. Les éclats de fèves de cacao, c'est un croustillant qui rappelle un petit peu le croustillant du sarrasin, mais avec un côté un petit peu plus fondant, parce que la fève de cacao, il y a du gras dedans, voilà, il y a le beurre de cacao à l'intérieur. Et c'est merveilleux, ça va vous rapporter des notes d'amertume qui vont venir temporiser justement le sucré de votre petite crème au chocolat. Je vous recommande tout cela fort chaleureusement. Voilà. Ben écoutez, moi je vous remercie super chaleureusement d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment passé avec vous. Et puis, je suis encore dans les parages, je réponds à vos questions, j'échange avec vous très 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 volontiers. Et je vous souhaite une merveilleuse journée sur le salon et riche de découvertes et puis de bonnes choses.